Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour certains et certaines pour parler de phénoménologie. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez m'interrompre. N'hésitez pas si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, si vous n'avez pas entendu quelque chose, si vous avez des objections, des commentaires. Ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Je vais essayer de présenter les grandes lignes de la phénoménologie en étant le plus clair, le plus précis sans être trop technique. C'est pas nécessaire, ça demanderait du temps et ce serait pas malin de prendre cette direction-là. Je vais surtout m'efforcer d'être précis parce que la phénoménologie, un peu comme les grands concepts ou les grands courants, parfois, sont un peu malmenés, on va dire, au fil des générations. C'est comme à peu près à la même période, un peu plus tard, il y a la physique quantique. On en parle de plein de manières différentes. Et le fait d'en parler de manière parfois imprécise fait qu'on commence à plutôt, comment dire, persévérer dans certaines croyances alors qu'il s'agit à la base de connaissances. Je vais d'abord commencer par définir phénomène, le terme de phénomène, le terme de phénoménologie. Puis, j'essaierai d'aller petit à petit vers ce qu'on appelle l'attitude philosophique en phénoménologie, qui est une attitude qui se distingue de l'attitude naturelle. Bonjour. Ensuite, j'aborderai le contexte historique au sein duquel on voit émerger la phénoménologie. La phénoménologie, c'est un mouvement de pensée qui date du début du XXe siècle. Donc on va parler un peu de ce qui se passait dans le paysage intellectuel et philosophique à la fin du XIXe. Comme ça, on comprendra un peu comment Husserl a eu l'idée de la phénoménologie et en quoi cela peut sembler nécessaire à un moment où il s'agit en quelque sorte de sauver les sciences, de sauver la validité des connaissances scientifiques. Je précise ça parce que souvent on pense que la phénoménologie, ça a un côté seulement descriptif, voire poétique, presque dans un mauvais sens du terme. Mais en fait, il s'agit à la base d'une volonté de rigueur scientifique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder en vue. Pour faire le lien et pour accentuer le lien avec les sciences, je parlerai d'une contradiction que Husserl pointe et décrit très justement. Une contradiction qui sert en quelque sorte de sol dans les sciences contemporaines. Mais on en parlera, hein. Je vous expose juste un plan provisoire. Ensuite, je parlerai de la méthode qui permet de passer de l'attitude naturelle à l'attitude philosophique, de l'attitude qu'on a spontanément, disons, à l'attitude philosophique. Et puis, j'essaie d'exposer les principales lignes de la thèse de Husserl, le fondateur de la phénoménologie, et ensuite, je ferai un pont avec les sciences. Qu'est-ce que ça implique de faire de la phénoménologie? Qu'est-ce que ça change dans notre manière de faire les sciences? Mais aussi, qu'est-ce que ça change à notre quotidien, dans notre vie, dans notre existence? Comme ça, on pourra peut-être même faire un lien avec ce qu'on a vu la dernière fois, si ça s'y prête. Bien sûr, c'est un plan provisoire. Je dis provisoire parce que si, au fil des discussions, si vous m'interrompez et que finalement on prend d'autres directions, bien sûr, je m'autorise de ne pas suivre ce plan. Très bien. Je commence par une définition de phénomène. Phénomène, c'est tiré du grec ancien, issu du grec ancien, phainomènon, qui signifie ce qui brille en se montrant. On pourrait dire ça autrement en disant que c'est ce qui apparaît comme de lui-même, ou ce qui auto-apparaît. Ça, c'est étymologiquement. La phénoménologie, le terme de phénoménologie, donc, ce serait le discours ou l'étude de ce qui auto-apparaît. Les termes de phénoménologie, on le voit apparaître avant Husserl, avec Baumgarten, Kant et Hegel. On ne parle pas de la même phénoménologie. Ils emploient le terme de phénoménologie, mais la phénoménologie dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est la phénoménologie en tant que mouvement de pensée dont Husserl est le fondateur. Donc ça vient après Kant et Hegel. Kant et Hegel, c'est
18e, 19e, Husserl, le début de la phénoménologie, on va dire 1907, son livre qui s'appelle L'idée de la phénoménologie, qui est le livre par lequel j'ai commencé pour découvrir la phénoménologie. Sinon, on date parfois le début de la phénoménologie à 1913, c'est son livre IDN, enfin, Idée directrice pour une philosophie phénoménologique et une phénoménologie pure, IDN. Donc, si on s'attarde sur cette histoire de phénomène, c'est ce qui apparaît comme si ça apparaissait de lui-même. Oui, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Parce que le mot phénomène, on ne l'emploie pas du tout de la même façon maintenant. Il a voyagé comme c'est pas possible. Ah oui, mais c'est important du coup qu'on s'arrête sur ce terme phénomène, qu'on le clarifie. Par exemple, qu'est-ce qui m'apparaît? Un ensemble de formes et de couleurs, des sons, des sensations quand je touche la table, la sensation que j'ai de la chaise sous mes fesses, du dossier derrière mon dos, j'ai des sensations. Je suis aussi on est traversé par toutes sortes d'émotions. Ce sont aussi des phénomènes, ça m'apparaît. Lorsque je rêve, le contenu des rêves, ce sont des phénomènes, ça m'apparaît. Lorsque j'ai une idée, ça m'apparaît. Lorsque je fais un calcul mental, ça m'apparaît, et ainsi de suite. Donc, il n'y a vraiment aucune frontière au phénomène. Donc la phénoménologie, ça va être l'étude de ce qui apparaît, sans poser de limite. Tant que ça apparaît, on peut l'étudier. Mais il ne s'agit pas d'étudier ça simplement parce que ça apparaît. On ne va pas simplement décrire ce qui nous apparaît continuellement. Ça, c'est les romanciers le font déjà très bien, les poètes le font déjà très bien. C'est pas vraiment ça, la phénoménologie. La phénoménologie, ça va consister à étudier la manière dont les choses apparaissent. Parce que les couleurs, par exemple, n'apparaissent pas de la même manière que les sons, qui n'apparaissent pas de la même manière que nos rêves, que ce qu'on imagine, que nos souvenirs, que notre perception, que nos idées abstraites. Donc il y a différents modes d'apparaître. Et la phénoménologie va tâcher de faire des distinctions claires dans la façon dont les choses nous apparaissent. Est-ce que pour l'instant c'est clair ou... Ok, très bien. Brigitte. Oui. Question. Tout ça, c'est en relation avec l'humain. C'est ce qui apparaît à l'humain. On est bien d'accord? Pour l'instant, ce qui apparaît oui. Au télescope ou ce qui apparaît au dinosaure ou à l'éléphant, c'est pas de votre domaine. Alors, ce qui apparaît au télescope, si on s'arrête... Alors, si on pense au télescope, on voit à travers le télescope. Et ce qu'on décrit de l'image que nous donne le télescope, c'est une image que nous percevons. Lorsqu'on va commencer si on imagine ce que voit, je sais pas, un chien, un dinosaure, une abeille, en fait, quand on va représenter ce qu'il percevrait, en fait, on le fait à notre manière. Et on imagine, mais ce qu'on imagine nous apparaît. Quand on imagine ce que verrait un dinosaure, en fait, on le fait à travers notre prisme. On ne décolle jamais vraiment de ce qui nous apparaît. Je ne sais pas si ça répond un peu. C'est donc un phénomène cognitif qui est propre à l'humain. C'est pas encore un phénomène cognitif pour l'instant. Pour l'instant, on est à un stade où les phénomènes, c'est ce qui apparaît. Et on va petit à petit mettre quelques briques, mais pour l'instant, il n'y a ni être humain, ni système cognitif, ni cerveau, ni conscience. Il n'y a que l'apparaître, ce qui nous apparaît. Mais bien sûr, je vais revenir là-dessus pour passer d'une... Oui, dis-moi. Non. Ouais. Je voulais dire, quand il y a très longtemps, l'Église identifiait Dieu pour nous en le montrant avec une barbe blanche et un beau vieillard, Oui. Elle avait recours à la phénoménologie pour nous aider à croire. Parce qu'il n'existe pas comme ça. Alors, elle n'avait pas recours à la phénoménologie, mais elle avait recours à des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui nous apparaissent. Mais pas la phénoménologie. La phénoménologie, ça va être une étude rigoureuse de la manière dont les choses nous apparaissent. Mais pour mieux cerner ce qu'est la phénoménologie, je vais parler du changement d'attitude, et c'est là que tout se joue, pour faire la distinction entre simplement ce qui se passait auparavant et ce que propose comme édifice Husserl et les phénoménologues suivants. Mais je reviendrai sur... Pour revenir aux faits religieux,
religieux, eh bien, c'est quand même une représentation mentale et donc qui ne peut pas apparaître spontanément, tel que vous décrivez le mot phénomène. Alors, Dieu n'existe que parce que l'homme l'a inventé ou l'a créé. Alors là, ce que tu mets... Oui, non, pas... Je lui demande... Ouais, peut-être tu peux répéter pour qu'elle entende. Je revenais sur le fait religieux qui est une représentation mentale, donc qui n'existe pas, qui n'auto-apparaît pas spontanément comme ça, donc qui est en relation avec l'homme tel qu'il crée, qu'il invente le phénomène religieux. Hein? Alors pour répondre, je ne dis pas que les phénomènes apparaissent d'eux-mêmes. Ce que je dis, c'est qu'ils apparaissent comme s'ils apparaissaient d'eux-mêmes. Lorsque j'affirme quoi que ce soit, je le fais en vertu du fait que quelque chose m'est apparu et que ça m'y fait penser. Si, par exemple, je dis qu'il y a un monde physique derrière toutes ces couleurs, c'est parce que d'abord, les couleurs m'apparaissent et que je me dis, est-ce que ces couleurs apparaissent d'elles-mêmes ou est-ce qu'il y a un monde physique qui provoque ça? Par exemple, si je pense à Dieu, c'est parce que nous avons peut-être des croyances, une foi religieuse, un sentiment unique dans notre rapport à quelque chose qui nous dépasserait. C'est parce que nous apparaissent certains sentiments, certaines choses, c'est parce qu'il y a de l'apparaître qu'on essaye de justifier cet apparaître par un arrière-monde physique, métaphysique, etc. Dans la phénoménologie, on va essayer de couper court avec toute théorie, toute construction théorique, toute métaphysique, pour ne pas perdre de vue le fait que le point de départ, quoi qu'on en dise, le point de départ, c'est le fait qu'il y ait de l'apparaître. Que le point de départ en science, dans la littérature, dans la poésie, dans la religion, c'est que nous vivons une expérience à chaque instant, et que cette expérience, elle est, en quelque sorte, elle contient un ensemble, un flux de phénomènes qu'on essaye de lier entre eux par soit des explications théoriques, soit des explications historiques, soit une certaine conception du monde pour rendre compte de tout ça. Et la phénoménologie, ça va être l'étude de ce qui apparaît et de la manière dont ça apparaît, et c'est à partir de là qu'il va y avoir des classifications. Pour ne pas, en fait, le grand problème qui se pose à Husserl, c'est que il faut, selon lui, sauver la validité objective des sciences. Je vais développer ça pour que ce soit plus clair. Mais donc, pour préciser une dernière fois, la phénoménologie, ça n'est pas une simple description de ce qui m'apparaît. Ça va passer par une description, mais on va aller au-delà. On va s'attarder sur comment ça apparaît, et peut-être pourquoi ça apparaît, également. Donc les modalités, les conditions de l'apparaître, ça n'est pas la psychologie descriptive, même si c'était le projet initial de Husserl. Donc on va pas être dans ce qui est représentation mentale, justement. On va pas passer par l'appareil cérébral, par exemple, pour expliquer ce qui apparaît. Ça n'est pas une théorie scientifique, ça n'est pas métaphysique, ça n'est pas le fruit de l'imagination. Alors, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je dis ce que c'est pas. Je dis ce que c'est pas. Donc déjà, c'est pas ça. Alors. C'est mystérieux. Oui, on avance petit à petit. Alors, quel est le problème qui se pose à Husserl? Le problème, à la fin du XIXe siècle, c'est que les fondements des sciences sont, en quelque sorte, menacés par le relativisme, le fait qu'on puisse dire que tout est relatif à une culture, à tel type d'humain, aux êtres humains, et le scepticisme, le fait de remettre en doute perpétuellement. Quels domaines sont menacés? La géométrie, l'arithmétique et la logique. Donc la géométrie, la théorie des figures, des points, de l'espace mathématique. L'arithmétique, la théorie des nombres. Et la logique, on va dire la science du raisonnement valide. Ou la science du raisonnement en général. Le problème, c'est que si ces domaines-là sont menacés, sont fragilisés, c'est l'ensemble des sciences qui est fragilisé, puisque tous les raisonnements scientifiques se basent sur des raisonnements qui se veulent logiques et utilisent les mathématiques, donc la géométrie et les nombres,
afin d'appuyer leurs expériences et leurs résultats. Sauf les sciences humaines. Les sciences humaines également. On fait des statistiques en sciences humaines. Oui, il y a une part, quand même. pas seulement. Non, pas seulement. Mais sans statistiques, on rentre dans des études qui peuvent avoir pour objet, par exemple, la société ou le comportement de l'être humain. Mais il y a au moins les raisonnements logiques. Voilà, il y a au moins les raisonnements logiques qu'il faut préserver. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de ce qui pose problème en géométrie, en logique, en arithmétique, mais si certains y tiennent, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je précise. Mais la grande erreur de raisonnement que Husserl pointe, et qui le fait, on va dire, qui le motive à abandonner son projet de psychologie descriptive et finalement faire la phénoménologie, sachant que Husserl était d'abord mathématicien, il a fait un doctorat sur le concept de nombre, l'origine du concept de nombre, et il avait comme maître Franz Brentano, qui était un psychologue et philosophe. Et donc, bon, bien sûr, tout ça a joué dans l'édifice de la phénoménologie, mais la critique qui est mise par Husserl, elle est la suivante, c'est que si on prend la connaissance, au sens général, la connaissance, le fait que nous savons quelque chose d'un objet, hein, le fait qu'on puisse affirmer, je ne sais pas, la Terre est sphérique, il existe de l'eau, les molécules d'eau sont composées d'hydrogène et d'oxygène, l'être humain est un mammifère, tout ça, ce sont des connaissances objectives. C'est-à-dire qu'on affirme quelque chose sur un objet, sachant que le mot objectif, c'est lié à l'objet qui, on va dire, fait face au sujet que nous sommes. Je suis un objet pour vous, vous êtes un objet pour moi. Chaque sujet a face à lui un ensemble d'objets qui fait, si on généralise, un monde. Et donc quand on dit que la science a pour finalité la connaissance objective, c'est qu'elle recherche la vérité concernant les objets qu'elle étudie. Donc la biologie étudie les êtres vivants, elle avance des vérités sur l'objet être vivant. Également pour la géologie, l'histoire, la sociologie, etc. Sauf que, pour affirmer ce qu'elle affirme, il faut préserver au moins, par exemple, les raisonnements logiques. Sauf qu'à la fin du XIXe siècle, il y a une conception qui perdure actuellement, une conception qu'on pourrait appeler psychologiste et naturaliste de la connaissance. Qu'est-ce qu'on entend par conception psychologiste? C'est que les connaissances seraient le fruit de l'activité du cerveau. C'est quelque chose qui est assez répandu maintenant, surtout avec les neurosciences. On a ça actuellement. Et la conception naturaliste, c'est de concevoir la connaissance, la conscience, tout ce à quoi on pense comme un objet de la nature. Donc, de la même manière qu'on va étudier le comportement des fourmis, la trajectoire d'une planète, on va étudier la connaissance elle-même. La connaissance est un objet naturel parmi d'autres. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on affirme dans les sciences cognitives? C'est que la connaissance, la pensée en général, et l'être humain sont des objets naturels à étudier comme les autres objets naturels, sauf que, pour faire ça, nous nous appuyons sur des connaissances. Si nous appuyons sur des connaissances, pour finalement affirmer, par exemple, qu'il y a eu une évolution biologique d'une bactérie qui s'est complexifiée au fil de la sélection naturelle, jusqu'à l'être humain, qui serait doté d'un appareil cérébral, c'est-à-dire un cerveau au sein d'une boîte crânienne, ce cerveau qui est un objet matériel, au sein d'une boîte crânienne. Et au sein de ce cerveau, il y a une activité physique qui fait émerger, entre autres, des connaissances. Le problème, c'est qu'on traite la connaissance comme un objet naturel parmi les autres, mais qu'on s'appuie sur des connaissances pour affirmer ça. C'est parce que nous empilons des connaissances que nous pouvons affirmer que le cerveau permet la connaissance. Et là, il y a ce qu'on appelle une pétition de principe, ou un cercle logique, c'est synonyme, qui est une erreur de raisonnement. Je vous donne cette erreur de raisonnement avec un exemple plus simple pour que vous réalisiez qu'on ne peut pas s'appuyer sur un tel raisonnement.
si j'affirme, je ne sais pas, que la vie est une lutte, donc il faut se battre dans la vie. En fait, j'ai affirmé ce que je voulais montrer. Quand j'affirme que la vie est une lutte, je suis implicitement en train de dire il faut se battre dans la vie. Et donc je n'ai rien montré en disant donc. Quand je dis donc, c'est un tour de passe-passe pour dire non, mais en fait c'est la même chose, je paraphrase, mais je prétends une démonstration. Mais là, c'est mathématique, la conclusion est dans les hypothèses. Comment ? C'est mathématique. Dans les hypothèses, il y a déjà la conclusion. Alors non, en mathématiques, on fait une déduction. On fait une déduction. C'est une déduction, donc. Oui. Ah oui, on va éviter... Alors non, là, c'est pas une déduction dans le cas de la question de principe. En mathématiques... S'il habite un combat. Oui. Là, c'est plutôt une analyse. C'est plutôt une analyse. Une analyse, c'est lorsqu'on décompose les éléments qui sont contenus dans un concept. Par exemple, si je dis... mon ami qui est nain et petit, en fait, c'est le résultat de l'analyse du concept de nain qui me permet d'affirmer qu'il est petit. Mais je n'ai pas fait de déduction, j'ai juste dit autrement ce qui est déjà contenu dans le fait qu'il soit nain. Alors que quand on fait des hypothèses en maths, alors on a des axiomes, dans les axiomes, il n'est pas contenu, le théorème n'est pas contenu, le théorème est déduit. C'est bien pour ça que parfois ça met des siècles d'ailleurs à être démontré. C'est une déduction, oui. Je suis d'accord avec le fait que ce soit une déduction. Par contre, dans le raisonnement, là c'est une démonstration, effectivement, c'est une démonstration sous le modèle hypothético-déductif. Mais par contre, lorsque j'affirme que, par exemple, je ne sais pas, Dieu a écrit tel livre, dans le livre, il est écrit, c'est moi Dieu qui ai écrit ce livre, je suis en train de faire une pétition de principe. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais il n'y a pas eu de démonstration, ça n'est pas une démonstration. Et donc c'est une pétition de principe. De la même manière, mais de manière beaucoup plus implicite, dans les sciences actuelles, il y a une pétition de principe qui se cache, qui est que nous supposons l'existence et la pertinence des connaissances pour montrer que la connaissance existe. En fait, on suppose que les connaissances sont valides et qu'elles existent, pour ensuite affirmer la connaissance émerge en fait de l'activité cérébrale. C'est pas forcément évident à voir, mais il y a une pétition de principe. Oui. Sauf que l'activité cérébrale n'est pas absolument connue. On en avait parlé la dernière fois, oui, de la recherche sur le cerveau. Oui. Et j'avais dit que le cerveau, on avait pris cet exemple, c'était un organe extraordinairement complexe et qu'on ne peut pas se servir de la connaissance absolue du cerveau parce qu'on ne connaît pas absolument le fonctionnement du cerveau. Ah mais ça va dans le même sens. Oui. Alors, comment se servir de la connaissance à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, absolument? Eh bien, c'est une très bonne question. En plus, pour que je passe à la suite, il faut arrêter de supposer l'existence de ce qui nous apparaît. Il faut arrêter de supposer, par exemple, que le cerveau existe avant la connaissance, ou que la nature existe indépendamment de notre conscience, la nature telle qu'on la conçoit. Et donc, il faut juste faire attention à ne pas faire... Pour l'instant, la grande préoccupation de Husserl, c'est de ne pas faire d'erreur de raisonnement pour fonder les sciences. Sinon, on ne peut plus dire c'est scientifique. Pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit logique, que ça s'appuie sur des expériences, ça c'est pour les sciences modernes. Mais si on n'est pas logique, on ne peut pas dire c'est scientifique. On est condamné au rang de... pseudo-science comme certains disent. Une précision quand même, il y a beaucoup de choses que je vais affirmer qui peuvent paraître contre les sciences, mais c'est pas contre les sciences, au contraire, la volonté de la phénoménologie c'est de fonder les sciences, mais c'est contre certaines conceptions des sciences, notamment les conceptions naturalistes et psychologistes. Alors, psychologiste, juste pour préciser, c'est que vraiment, la logique par exemple, c'est juste une manière très humaine de structurer le monde. Et donc, nous, par hasard, on a évolué de cette manière et on se retrouve à raisonner de cette manière. Mais en fait, on aurait pu raisonner d'une toute autre manière. Mais le problème avec c'est que c'est un raisonnement.
si on s'appuie sur ce raisonnement pour affirmer qu'on aurait pu penser d'une autre manière, ça tombe à l'eau. Ouais. Ça pose la problématique de ce que c'est qu'un raisonnement logique. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement exact? Oui, 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 tout à fait. Oui, d'accord. Oui, oui. Donc oui, on va peut-être pas... Tu as à côté de toi un physicien. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit le physicien? Oui, alors, qu'est-ce que tu dis, Michel? Alors, je dis que le problématique, en mathématiques par exemple, on part d'une hypothèse, on arrive à un théorème, à une conclusion, et pour ça on fait une suite de raisonnements, mais le problème est de savoir à la fin en quoi le raisonnement est-il juste, sur quoi est-ce que je m'appuie pour dire que le raisonnement, la série de déductions que j'ai faites pour aller du point A au point B, cette série de raisonnements est logique. Voilà la question. Il y a une cohérence en fonction de. Oui, mais notre à ce moment-là, logique, je repose la question, qu'est-ce que c'est que la cohérence? Oui. On voit déjà s'opposer la connaissance à la croyance, ce discours. Dis-moi. Moi, je pense ça. En quoi La ça semble science, c'est s'opposer? d'abord la connaissance, on s'appuie sur une connaissance, et il y a aussi un autre monde de la croyance. Qui est... La croyance, c'est plus aussi sur la connaissance. Je pense, non, c'est pas autre chose. Et où peut-on situer la phénoménologie alors dans ces cas-là, cette conception-là? Alors, Où se situe-t-elle? Où est-elle? Puisque elle est partout. pour créer la science, il y a d'abord une connaissance. Oui. Partout, nulle part. On ne peut pas faire autrement. Oui. Non, partout. Ce qu'elle me dit, c'est que la croyance, on voit déjà une opposition entre croyance et connaissance, ou connaissance scientifique. Et où se situe la phénoménologie par rapport à ça? Lorsque l'on croit, par exemple, si je dis je crois en moi, j'ai un objet de croyance, ce serait un moi empirique, hein, l'image que j'ai de moi par exemple, je crois en Dieu, je crois en l'humain, je ne crois pas en l'humain, ce sont des objets de croyance qui m'apparaissent sous une forme particulière de croyance. C'est un mode d'apparaître parmi d'autres. C'est un phénomène parmi d'autres, de la même manière que les connaissances objectives sont une accumulation de phénomènes, mais qui tiennent à une certaine cohérence. Si je reviens, j'essaye de faire le lien avec ce qui a été dit avant. Comment savoir si un raisonnement est juste dans ce cas-là? Dans tous les cas, il va y avoir un impératif, c'est que ça puisse être attaché, d'une manière plus ou moins directe, à un phénomène qui nous apparaît. Si ça ne nous apparaît d'aucune manière, il n'y a aucune raison d'affirmer que ça se tient. Et c'est exactement ce sur quoi se basent les scientifiques. Quand un scientifique réalise une expérience, il essaye de tester son hypothèse. Qu'est-ce qui va finalement trancher? Est-ce qu'il lui apparaît une expérience qui vient valider son hypothèse ou réfuter son hypothèse? Sans expérimenter, c'est-à-dire sans, au final, découvrir en quelque sorte un phénomène qui atteste de ce qu'on affirme n'a pas de valeur. Ou bien ça a une valeur imaginative, créative, artistique. Et là, on rentre sur un autre champ de phénomène également. Mais en maths, il y a l'espace à n dimensions, on invente des tas de choses et c'est cohérent. Alors, la cohérence ne va pas suffire, parce que, par exemple, si on prend les travaux... Donc, il faut du phénomène. Voilà, exactement. Ouais, la cohérence ne va pas suffire, il faut qu'en plus, il y ait une validité. La validité objective va se trouver dans le phénomène. Si ça ne nous apparaît absolument pas, il n'y a pas de raison que ce soit plus vrai qu'une autre théorie, ou métaphysique, ou de... Voilà. Comment passer de l'attitude naturelle qui, visiblement, a mené, selon Husserl, et selon moi, je ne me cache pas derrière ça, une grande partie des sciences vers ce genre d'erreur de raisonnement? Cette attitude naturelle consiste à supposer l'existence des objets qui nous entourent. Il y a des bonnes raisons hein, de croire en l'existence des objets. C'est pas non plus farfelu. Je suis face à des personnes, des tables, etc. Je sors de la pièce, je re-rentre, tout est encore là. Bon, il y a peut-être eu quelques déplacements, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un monde indépendamment de ma conscience. Lacan disait le réel, c'est qu'on se cogne. Et oui, il y a le concret. Alors,
Comment? Il y a le concret. Alors le réel, c'est quand on se cogne. Là, derrière ça, il y a un présupposé de ce qui est réel. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais je pense que derrière ça... Présupposé qui s'impose à nous en général. Oui, oui, oui. Mais bon, le réel... De l'évidence. Le réel semble nous résister. Il y a une sorte de résistivité du réel. C'est une illusion. Comment? C'est peut-être une illusion. Alors pour que ce soit une illusion, il faut que nous apparaisse le réel et qu'en opposition au réel, il y ait des illusions. On est encore dans le champ des phénomènes. Quand une illusion nous apparaît, c'est parce que on a supposé qu'il y a un monde réel, bien réel, il y a quelque chose qui n'obéit pas à certains critères de la réalité, et là on va dire c'est une illusion, c'est une hallucination, mais en phénoménologie, l'hallucination et l'illusion sont réelles, mais ne sont pas réelles de la même manière. Donc il y a plusieurs réalités Il possibles. y a plusieurs modes d'apparaître, plutôt. Voilà, il y a plusieurs modes d'apparaître, il y a plusieurs façons dont les phénomènes nous apparaissent. Donc il y a des choses qui sont... Voilà, par exemple, s'il y a un cheval qui traverse la pièce, bon, ben, il va faire quelques dégâts. Dans ce cas-là, il aura on pourrait dire, une réalité effective. Par contre, si c'est seulement moi qui hallucine un cheval parce que juste avant j'ai pris des champignons hallucinogènes, et ben dans ce cas-là, ce cheval, il m'apparaît bel et bien. Il a bel et bien un certain effet, par exemple, dans ma vie qu'on pourrait appeler psychique, même si ce mot, ça ne va pas aller en phénoménologie. Par contre, il n'est pas effectif de la même manière qu'un cheval qu'on aurait dans un monde commun. Donc, il y a différents modes d'apparaître. Mais, ça n'est pas parce qu'il ne m'apparaît qu'à moi qu'il n'a aucune réalité. Il a une autre forme de réalité. On est dans le domaine de la folie après. Le domaine de la folie, de la même manière que le domaine de l'illusion, c'est parce qu'on suppose ce qui est normal, par exemple, qu'on va déduire ce qui est pathologique. C'est parce que, et je ne dis pas que ça n'a pas de sens de parler de pathologie. Je dis juste qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que pour celui qui a certaines hallucinations, ces hallucinations ont un effet sur lui. Et si on... Et bon, Enfin, c'était condamné au Moyen-Âge. Eh oui, mais on a évolué. Peut-être pas. Mais sur ce plan, je pense. J'ai Oui. une question. Oui, oui. C'est que du point de vue de la personne qui hallucine, Du point de vue de la notamment toi, oui, Il hallucine pas, il a des champignons. oui, j'hallucine. comment toi, Hmm. vu que c'est toi qui hallucines, tu fais pour distinguer si c'est effectif, s'il y a vraiment eu un cheval, ou si c'est ton hallucination? Bah, il y a déjà les autres qui me le permettent. Il y a des autres qui me le permettent. Oui. Non, mais il y a des... On n'est pas condamné... En fait, en faisant de la phénoménologie, on n'est pas condamné, par exemple, à ne plus faire de science. On peut très bien réaliser une expérience et mettre sur une balance ce cheval halluciné. Et on peut aussi halluciner que la balance va afficher un certain poids. Hein, et puis on continue. Mais à terme, de toute façon, ce qui nous permet de distinguer ce qui est d'ordre hallucinatoire et non hallucinatoire, ça reste notre conscience. Hein. Ça reste nous-mêmes qui tranchons. Et on est obligé de faire, en quelque sorte, ça peut paraître comme un acte de foi. Hein, on fait un acte de foi que ce qui nous apparaît a une certaine valeur. À partir du moment où on fait des sciences, à partir de ce qui nous apparaît, il y a un acte de foi. Mais sauf que cet acte de foi, ce n'est pas un grand risque. Parce que nous avons beau remettre en question la réalité de ce qui nous apparaît, On n'a rien d'autre que ce qui nous apparaît. ce qui nous apparaît continue de nous apparaître. On peut se dire, tout ça, je peux me dire, tout ça n'existe pas, vous m'apparaissez tout de même. Même si je me dis, tout ça, c'est une illusion. Donc, Oui. en dernier ressort, il y a le phénomène. C'est pour ça que le phénomène est un point de départ très rigoureux. C'est que nous sommes condamnés, en fait, à avoir des phénomènes et à nous baser sur des phénomènes. Le passage de l'attitude naturelle à l'attitude philosophique. Il parle d'attitude philosophique pour dire l'attitude que le phénoménologue a et qui vient réformer notre rapport justement au réel, au monde, à autrui, à soi-même, etc. Et qui a au moins ce qui est le grand, on va dire le grand ajout, le grand bénéfice, voilà. Le grand bénéfice, c'est que par cette attitude, nous évitons cette erreur de raisonnement, qui est la pétition de principe dont je vous ai parlé, et donc on va pouvoir faire des sciences de manière plus saine, plus intelligible, sans
se tromper. Mais bien sûr, on continue de se tromper, mais les erreurs qui sont pointées, au moins, ne sont pas reproduites. Un exemple. Un exemple de ce que tu dis d'une erreur. Parce que pour moi, c'est difficile. Ok. Je vais donner l'attitude philosophique et juste après, je donne un exemple. Je pense que ce sera plus clair si je vais dans ce sens. L'attitude naturelle consiste à supposer l'existence de ce qui nous apparaît. Mais sauf que pour que ça nous apparaisse, on n'a pas besoin de supposer l'existence. On n'a pas besoin de partir du principe que vous existez plus que ce dont j'ai rêvé pour que je continue de vivre avec vous et que je continue de rêver. L'idée, c'est que il faut vraiment rompre avec cette croyance que les choses existent, et si on veut affirmer qu'elles existent, il va falloir le montrer. Parce que quand on affirme que, par exemple, ce portable existe, on est en train d'affirmer une connaissance objective, et donc il y a une validité scientifique là-dedans. Sauf que il ne veut surtout pas reproduire la même erreur. Il propose une méthode. Cette méthode, qu'il appelle la réduction phénoménologique, consiste en 2 moments. Le premier moment, c'est l'époqué, qui veut dire qu'il y a un terme de grec ancien, qui reprend du scepticisme antique, qui signifie la suspension de jugement. Nous suspendons notre jugement sur l'existence du monde et l'existence des objets. Mais du même coup, nous suspendons tous nos jugements, toutes nos connaissances. Il ne dit pas que toutes nos connaissances sont fausses. Il ne dit pas non plus qu'on doute de tout. Ce serait rentrer dans le scepticisme. Non, il dit que nous cessons d'affirmer que ce sont des connaissances, au moins temporairement, et puis après on va voir ce qui reste. Donc, une fois que j'ai effectué l'époquée, à la base, je vois le monde comme, bon, il y a un monde extérieur à moi, un monde physique, il y a des objets, ces objets, je les perçois grâce à des processus cognitifs, mentaux, j'ai des représentations, mais en fait, la réalité, je ne peux pas vraiment l'atteindre. Voilà, j'ai toute une conception. Là, on cesse tout ça, tout ce que je connaissais devient, tout mon savoir devient prétention de savoir. Je prétends savoir, mais en fait, j'en sais rien. Il parle d'une mise entre parenthèses ou d'une mise hors circuit de l'existence du monde et des objets. Je reprécise, il ne dit pas « je doute de l'existence du monde ». Il dit que je ne me prononce pas. Parce que douter si on veut être très rigoureux, il est vraiment d'une rigueur que je trouve en tout cas implacable. Si je dis « je doute du monde », je suis en train de supposer l'existence d'un objet monde qui a au moins une propriété d'être dubitable. Et là, c'est déjà trop. Voilà. C'est déjà trop pour Husserl. Époqué, premier moment. Suspension de jugement sur l'existence des objets et des choses. Comment tu l'écris ? Et alors, E-P-O-C-H-E accent grave. Époqué. Époqué. Alors, deuxième moment de la réduction phénoménologique, qui est la méthode qui permet de passer de l'attitude naturelle à l'attitude philosophique, qui permet de faire enfin de la phénoménologie. Le deuxième moment, c'est, tout simplement, une analyse réflexive de ce qui reste. C'est-à-dire que j'ai beau cesser de croire en l'existence de tout ça, qu'est-ce qui reste ? De l'apparaître. Je vois toujours cet ensemble de couleurs et de formes, j'entends toujours ce que j'appelle des sons, j'ai toujours des sensations, je suis toujours traversé par des émotions, des sentiments. Tout ça reste. Tout ça reste sans la construction théorique habituelle. Donc quand je vois cet objet, eh ben, je cesse de dire cet objet, c'est un objet physique avant tout, qui a une masse, qui est composée d'atomes, de molécules, parce que tout ça n'apparaît pas pour l'instant. Je ne vois pas des molécules, des atomes, je ne vois pas sa masse, je sens la feuille, mais c'est une sensation à ce stade. Donc nous faisons une analyse, le deuxième moment, c'est de faire une analyse réflexive sur ces phénomènes. Quand Husserl effectue ces analyses, qu'est-ce qu'il constate ? Il y a des phénomènes, et il y a constamment, à chaque fois que quelque chose m'apparaît, un mode d'apparaître. Et c'est là qu'il va ajouter son concept, le concept fondamental chez Husserl, c'est le concept d'intentionnalité.
Le concept d'intentionnalité, c'est le concept qui permet de décrire, parce que la phénoménologie est avant tout descriptive, ça décrit la structure de la conscience, sachant qu'il n'est pas en train de postuler l'existence d'une conscience comme si c'était une substance flottante, soit dans notre tête, soit quelque part. Non, non. Je finis et je te donne la parole. La conscience, tout ce qu'il affirme, c'est que elle est structurée de telle sorte à ce qu'il y ait une visée, il essaie de rendre compte du fait qu'il y ait une visée et un objet auquel elle se rapporte. La conscience se rapporte à un objet. C'est ce qui justifie la grande citation de Husserl qui est « toute conscience est conscience de quelque chose ». Toute conscience est conscience de quelque chose. Ce qu'il affirme, c'est que tout vécu de conscience est en quelque sorte peuplé d'un objet de conscience, par exemple ce portable que je perçois, et l'acte de perception. Mais aussi, et il va ajouter ça au fil de ses analyses, s'accompagne le jeu, un jeu pur, qui n'est pas moi à Hymen, hein, qui est un pôle qui se rapporte à l'objet constamment, et qui forme une unité entre tous ces phénomènes. Il y a une sorte de mémorisation passive, hein, qu'il appelle la rétention, qui fait que les phénomènes s'enchaînent comme au sein d'un flux, et ce flux, qu'il appelle flux de conscience, forme une unité. C'est un ensemble de phénomènes que je vis. Sur un objet précis. Ah, sur tous les objets, par exemple. Oui. Un exemple de vécu de conscience. Pour que je précise des exemples, c'est important dans ce cas-là. Lorsque je perçois cette feuille, l'objet de conscience, c'est la feuille perçue, hein, pas la feuille qui existerait indépendamment de ma conscience. La feuille perçue, non, mais pas le noumen. Pas le noumen de Kant, il n'y a plus de noumen. On dépasse, pour ceux qui ont la ref, on dépasse la théorie de la représentation de Kant. On en discutera. Kant aussi dit que le noumen, on ne peut pas le connaître. On peut connaître que le phénomène. Oui, mais il affirme qu'il y a un noumen. C'est en ce sens que... En fait, le point de départ chez Kant serait quand même une opposition sujet-objet. Là où chez Husserl, il essaye de rompre avec cette opposition, mais on retrouve quand même, c'est ce qui va être reproché par Heidegger, quand même deux pôles, un jeu et un objet de conscience, et il va dire qu'il n'est pas allé assez loin dans la remise en question de la théorie de la représentation de Kant. Donc, lorsque je vois cette feuille, l'objet de conscience, c'est la feuille, telle qu'elle est vue, et il y a un acte de visée de la part de ma conscience qui est la perception de la feuille. Je perçois la feuille. De la même manière, si je veux une glace, l'acte de visée, c'est la volonté, l'acte de volition, et l'objet de ma volonté, c'est la glace. Lorsque je crois en Dieu, de la même manière, croyance, croire en Dieu, acte de visée, et Dieu en objet de cet acte de visée. Tout ça pour bien signifier que la conscience, avec cette structure intentionnelle, est nécessaire et fondamentale pour affirmer quoi que ce soit. Il ne dit pas que la conscience crée de toutes pièces le monde. Comme tu avais dit, le monde nous résiste, et on se cogne parfois, donc on n'est pas en train de créer de toutes pièces ce monde. Par contre, pour pouvoir affirmer qu'il y a monde, pour remarquer qu'il y a un monde qui me résiste, il faut être conscient. Même quand on décrit les processus inconscients, par exemple en psychanalyse, on le fait consciemment. Voilà. Oui, donc... La conscience rejoint l'inconscient. Quand on prend une feuille, il y a aussi le rapport mental avec cette feuille. Elle peut avoir un rapport dans son histoire individuelle. Oui. Il y a un comportement social aussi, quand on prend son téléphone. Oui. Tout ça, ces phénomènes, ce sont des comportements appris aussi. Alors... Sociaux. Il y a le comportement social, le comportement individuel, le comportement inconscient. Il y a tout ça dans ces phénomènes. Alors, pour pouvoir affirmer que c'est appris, il faut, au préalable, être conscient. C'est ça son principal propos. C'est que il n'a pas de... nous sommes d'accord, nous avons des habitudes, nous avons des biais culturels, etc. C'est fait d'un comportement. Comment? C'est fait d'un comportement appris. Le point de départ, c'est la conscience. Quoi qu'il en soit. Ça n'est pas le comportement. Pour remarquer que nous avons des comportements, il faut être conscient d'avoir un comportement. C'est le point de départ
notamment épistémologique, c'est-à-dire en termes de connaissance, c'est la conscience. Il n'affirme pas que, historiquement, la conscience est première, puis il y a eu le Big Bang, etc. Ça n'est pas le propos. Pour pouvoir élaborer une théorie du Big Bang, il faut être conscient. Pour pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien, il faut être conscient. Les huîtres ne font pas de philosophie. Comment? Les huîtres ne font pas de philosophie. S'ils ne sont pas conscients, ouais. Et moi, j'aimerais revenir sur la réduction phénoménologique. Tu disais que ça comporte deux moments, l'époqué et la description de... L'analyse réflexive. L'analyse réflexive de ce qui est. Oui. Donc l'époqué, c'est la suspension du jugement concernant l'existence des choses, de l'existence du monde. Oui. Et donc, du même coup, toutes les connaissances objectives. Ok. Oui. Et maintenant, quand il passe à l'étape de l'analyse réflexive de ce qu'il reste, Oui. du coup, nécessairement, c'est l'analyse réflexive de ce qui reste, lui, en tant que conscience, quoi, en tant que Husserl. Pas en tant que Husserl. Ouais. Ok. Il fait une analyse sur ce qui lui apparaît, sans forcément supposer que lui existe, que sa conscience existe, qu'il est Husserl. T'as pas besoin de savoir qui tu es pour voir des couleurs. T'as pas besoin de te dire je suis moi et je suis en train de percevoir des couleurs pour percevoir des couleurs. Et il fait une analyse de ça. Et est-ce que, moi du coup c'était là ma question, est-ce que il suppose que les gens qui sont autour de lui, les êtres humains, ont le même fonctionnement? Il essaye en tout cas de ne rien supposer. Okay. Si on creuse, évidemment, qu'on va trouver des petites traces de supposition. En fait, ce qu'on pourrait, par exemple, là où on pourrait, discuter, c'est il part du principe que notre connaissance est d'abord, en quelque sorte, théorique. En tout cas, pas pratique. C'est ce que va lui reprocher Heidegger, en disant que notre rapport premier à ce qui nous entoure, c'est un rapport pratique. Voilà, c'est un rapport d'outils. Et à partir de là, il va élaborer une autre phénoménologie. Mais en tout cas, ça je ne l'ai pas précisé, ça m'y fait penser, tous les phénoménologues s'accordent sur cette méthode du passage de l'attitude naturelle à l'attitude philosophique, par ces deux étapes. Okay. Voilà. Mais ensuite, la manière de tourner l'analyse, c'est là que ça se joue, hein. Oui. C'est là que c'est délicat. Sur la plupart des choses, ils sont tous d'accord, hein. Et puis c'est convaincant, c'est rigoureux, tout le monde vit à peu près la même chose. Par contre, là où ça se complique, c'est pour les différentes distinctions, où se situe le souvenir et le souvenir frais et le ressouvenir. Hein, la différence entre le souvenir frais et le ressouvenir, c'est vous vous souvenez de manière passive, on va dire, du début de ma phrase pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire actuellement. Et il y a une distinction avec si vous vous souvenez de ce que vous avez fait la veille. Donc c'est des modes d'apparaître quand même différents au sein même de notre rapport à ce qu'on appelle le passé. Bergson. Comment ? Bergson, oui, Bergson et Husserl s'accordent sur beaucoup de points. Ils étaient quasiment contemporains. Hein. Est-ce qu'il a connu Freud et la psychanalyse, Husserl ? Est-ce qu'il a été influencé par ça ? Pour l'élaboration de sa phénoménologie, pas par Freud, pas à ma connaissance. C'est la même période. Hein, il commence ses recherches logiques dans les années 1890 quand même. Donc c'est un tout petit peu avant. C'est un peu avant. Et dans l'élaboration de sa phénoménologie, non, pas... De toute façon, il est entre guillemets, indirectement anti-psychanalytique, puisque la psychanalyse propose une théorie de la psyché humaine. Ouais. Et donc la phénoménologie se veut non théorique. Ouais. Alors là, tu parlais de différentes étapes. Oui. Donc, les deux différentes étapes, ce sont l'époqué et l'analyse réflexive. Alors, une fois qu'on... Comment ? Et l'intentionnalité. Alors, l'intentionnalité, c'est le concept qui permet de rendre compte du rapport à ce qui apparaît. À chaque fois que quelque chose nous apparaît, il n'y a pas seulement de l'apparaître, il y a une manière d'apparaître. Ça va toujours de pair. On peut même aller plus loin. Si je porte mon attention sur cette feuille, l'objet de ma conscience, c'est cette feuille. Mais je peux également tourner mon attention sur ma perception. Je peux penser au fait que je perçois la feuille. Et dans ce cas-là, l'objet de conscience devient l'acte
de viser. Comment? La perception. Oui, c'est ça, l'acte de perception, l'acte de percevoir. Oui, je pense que ça rejoint un peu ce que je voulais demander tout à l'heure. J'ai dit que le deuxième moment, c'était une description de ce qu'il reste. Et tu m'as repris en disant que c'est une analyse réflexive. Du coup, est-ce que tu vois une distinction entre une simple description et l'analyse réflexive? Alors, une simple description, on va dire que la pure description, si elle est juste, on enchaîne la description des différents vécus de conscience, des différents objets de conscience, sans s'attarder sur les liens qui nous apparaissent, qui sont aussi des phénomènes, parce qu'il y a quand même une construction, mais elle se veut non théorique, mais descriptive. En fait, c'est une construction descriptive, si tu veux. Il y a une élaboration qui est faite, mais ça reste de la description. Simplement, on ne s'arrête pas à décrire ce qu'on vit, perpétuellement. On décrit ce qu'on vit dans la manière dont on le vit, si tu préfères. Okay. Voilà. C'est quand même à une autre échelle de description qu'on se situe. Mais ça reste une description. Oui, okay. Ça reste une description. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? À ce moment-là, on est censé être... c'est une vraie question, ça. Alors, on est censé être dans l'attitude philosophique. Dans l'attitude philosophique, premièrement, et ça fera peut-être le lien avec ce dont on parlait au début, on a une attitude de réception, d'attention. On prête attention à ce qui nous apparaît, en tant que ça nous apparaît. On observe attentivement, et on cesse de théoriser. Déjà, juste là, de cesser de théoriser, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan scientifique, ça a d'énormes changements, ça provoque d'énormes changements. Je finis avec les différentes caractéristiques de l'attitude, et puis après on peut voir ce que ça change d'avoir une attitude philosophique. Donc, on va dire un accueil du phénomène, un accueil qui se veut pur, hein, qui se veut le plus neutre possible. Hein. Plus on effectue la méthode, la réduction phénoménologique honnêtement et pleinement, plus on est censé atteindre cette attitude philosophique dont parle Husserl. Deuxième chose, c'est que on va privilégier la saisie intuitive, directe. On va d'abord s'attarder sur ce qui apparaît, avant de s'attarder sur comment ça apparaît, et avant de s'attarder sur est-ce qu'il y a un arrière-monde derrière ce qui apparaît. D'abord, on garde un pied sur ce qui apparaît. Si on se détache de ce qui apparaît, ça ne va pas. On sort de l'attitude philosophique, et puis bon, on spécule, tout simplement. Et enfin, on doit attacher une importance à ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler la transcendance excessive ou l'hyper-transcendance. Le mot transcendance, tu m'avais dit, t'aimes pas? On s'arrête là. Je me souviens. Oui, c'est embêtant. Ouais. Alors, si je prends un exemple, et puis je ferai le lien avec les sciences, et on avait parlé de physique, je ne sais plus à quel moment, mais bon. Par exemple, les sciences, certaines interprétations des résultats physiques actuellement, et biologiques, affirment que si je vous vois, c'est parce que vous êtes des corps matériels, composés d'atomes, qui sont eux-mêmes composés d'autres particules, et que ces particules réagissent à la lumière, qui en fait, la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. Là, j'ai le discours du physicien, théoricien, non phénoménologue, qui est dans l'attitude naturelle. Voilà, Il affirme. Oui, ça colle. C'est le modèle qui est utilisé. Oui, ça colle pour l'instant. Voilà, il y a un notaire de la physique qui va me... Comment ? C'est un certain résultat aussi. Comment ? C'est un certain résultat aussi, ce raisonnement. C'est un résultat qui part de phénomènes. Alors, les résultats, que nous disent-ils? Que si je vous vois, si je vous perçois, c'est parce qu'il y a des ondes électromagnétiques, des photons qui vont parcourir l'espace. L'espace qui est, si on est dans la relativité, l'espace de Minkowski. Si on est dans la mécanique quantique, c'est un espace différent. Et donc, ces photons vont rencontrer mon œil, la rétine, les bâtonnets, les cônes vont réagir d'une certaine manière. Tout ça va être conduit
dans le nerf optique, à travers le nerf optique, jusqu'au cerveau. Certaines aires du cerveau vont s'occuper d'interpréter ce message électrique, nerveux, en une image. Mais ce qui existe, ce sont le monde de particules. C'est le monde de particules. Ça n'est pas l'image que je vois. Le grand problème, on a encore la question de principe, c'est que pour pouvoir étudier tout ça, nous nous basons sur les images que nous voyons. Lorsque nous observons notre écran d'ordinateur qui est en train de modéliser tout ça, ou notre feuille où on est en train d'écrire l'article, où on a lu la théorie de Newton ou celle d'Einstein, tout ça, eh ben, il faut bien supposer la réalité de ce que nous avons vu. Mais si nous disons que tout ce que nous voyons a une réalité seconde, voire illusoire, par rapport au monde physique qui est décrit par les théories physiques, le problème, c'est que le seul qui nous a permis d'aller jusqu'à la théorie physique, c'est l'illusion. Ça ne va pas. On ne peut pas se baser sur une illusion pour dire notre théorie est vraie. De la manière qu'on ne peut pas se baser sur quelqu'un qui ne fait que mentir pour dire « Ah ben, lui, qui ne fait que mentir, m'a affirmé que le train passe à 15 heures. » Il y a beaucoup qui mentent en ce moment. Ah oui, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai. Ça fait partie de la nature humaine, le mensonge. Donc, ah, mais ce serait une réflexion à avoir, ça, sur philosophie. Ah bah oui. Non, ta transcendance. Et donc, la transcendance, ce qu'il faut éviter, c'est d'affirmer que ces ondes électromagnétiques, par exemple, qui sont en fait une représentation mathématique, hein, existent, et que c'est elles qui gouvernent, on va dire, qui gouvernent ce qui est réel de ce qui... On va dire que les ondes électromagnétiques peuvent être prises comme ce qui permet de distinguer ce qui existe de ce qui n'existe pas. Là, on tombe dans une transcendance effective, on croit en ce qui nous transcende avant ce que nous vivons de manière immanente. Alors l'immanence, c'est ce qui s'oppose à la transcendance. L'ensemble de ce que je vis fait partie de la sphère de l'immanence. Tout ce que je vis, je le vis au sein de mon flux de conscience, et quand je commence à inventer, mais c'est pas une invention totalement farfelue, encore une fois, il y a des résultats qui nous mènent à ça, mais ces résultats passent par quelques erreurs de raisonnement qui font que, selon Husserl, et moi-même, et d'autres, il y a une erreur. Si nous affirmons que ce qui nous transcende, mais que nous ne percevons jamais, existe plus que ce que nous percevons, ça ne va pas. Il y a des articles qui expliquent que les couleurs n'existent pas, et qu'en fait, ce sont juste une interprétation illusoire de notre cerveau. Comme le soleil, qui nous paraît jaune, mais qui est multicolore. Même genre. Alors, si on dit multicolore, c'est juste que nous ne percevons pas d'autres couleurs. Mais d'affirmer l'inexistence des couleurs, c'est ça qui ne va pas. Le daltonisme, c'est une maladie de la perception des couleurs. Donc on ne perçoit pas tout le monde ne perçoit pas absolument les couleurs. Mais daltonien ou pas, on ne nie pas l'existence des couleurs. Soit nous les voyons, soit nous ne les voyons pas. Voilà. Mais le problème ne se situe pas dans le fait qu'on ne soit pas d'accord sur comment les couleurs nous apparaissent. Le problème se situe dans le fait de nier l'existence des couleurs. Voilà. C'est pas vraiment l'approche de la physique. La physique, le problème de la couleur, la physique, il a dit, c'est une onde électromagnétique de telle fréquence. Oui. Donc ça résout la fréquence. Le fait que, par exemple, toi, tu perçoives le rouge, moi, je perçois peut-être ce que j'appelle le rouge d'une façon différente. Oui. N'empêche que on recevra tous les deux la même fréquence électromagnétique. Oui. Donc il y a une différence entre la perception et le modèle physique. Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'existence physique ou de la réalité physique. Je ne pense pas que la physique cherche vraiment à parler de réalité. Ce que cherche la physique, c'est une représentation de ce que nous observons, qui nous permet de prédire la façon dont le monde se comporte, mais pas la réalité. Oui. Je ne pense pas que la physique prétende donner un modèle de la réalité. Alors, il faudrait qu'on fasse une distinction entre la physique et la communauté scientifique. Et là, sur la physique et la communauté scientifique. Sur ce que tu viens de dire, la physique, je suis totalement d'accord. Elle propose des modèles prédictifs et pas plus. Et si elle s'en tient là,
en fait, tout se passe bien. Le problème, c'est lorsque les physiciens vont affirmer, par exemple, la primauté de l'existence des particules sur nos perceptions dites subjectives. C'est là qu'il va y avoir un problème. C'est lorsque la science physique lorsque les physiciens vont présenter la science physique comme une ontologie, une science de ce qui est. Elle ne peut pas affirmer ce qui est en niant ce qui lui permet de s'élaborer. C'est simplement ça. Je crois que c'est plutôt dû à la limitation du langage qu'autre chose. Nous sommes obligés de poser des mots sur des théories, sur des êtres purement scientifiques, uniquement des concepts, pas nécessairement sur la réalité des choses. Alors si on affirme que... on entend souvent, mais même dans le langage plus populaire, au fond, nous ne sommes qu'un tas de particules. Oui. Ça, c'est faux. Mais la physique reconnaît, les théoriciens parlent de particules, d'ailleurs ils ajoutent le terme de particules quantiques, parce qu'ils ajoutent là-dessus, mais en réalité ça correspond absolument à rien de ce que nous ressentons réellement. C'est ça. On rajoute des équations là-dessus en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que l'objet. Et une fois qu'il y a une sorte de distinction entre ce que les physiciens présentent et ce que nous vivons, si nous concevons le fait qu'il y a le modèle, d'une part, qui n'est pas ce que nous vivons et le réel, et d'autre part, ce que nous vivons. Oui. Si on fait cette distinction, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais si on vient interpréter ce que nous vivons uniquement à la lumière des modèles physiques, nous nous égarons et nous commençons à avoir une conception naturaliste et psychologiste qui mène à des raisonnements. C'est une question. Oui. Je crois comprendre ce que vous avez dit, mais ce qui n'est pas clair pour moi, c'est le moi là-dedans. Donc, est-ce que Husserl dit que moi j'existe, et donc Descartes, ou est-ce que... Et après, je regarde, je mets de côté la question de savoir si les autres existent et le monde existe ou pas. Je regarde les phénomènes, ou quel est son rapport par rapport au moi. Ok. Alors, il fait une distinction entre le jeu, une sorte d'ego pur, qui réalise tous ces actes de conscience et qui vit ce qui est vécu, et le moi empirique, qui est un moi qui se constitue, on va dire, au fil des années, par l'expérience, exactement. Il y a cette distinction qui est faite. Il n'affirme pas qu'il... Alors, il reprend totalement les méditations métaphysiques de Descartes, c'est son point de départ, et au final, il ne le rejoint pas sur... Oui, quand il écrit Méditation cartésienne, mais il ne le rejoint pas sur l'existence d'une substance pensante. Il ne dit pas que la conscience existe, il analyse ce qui lui apparaît. C'est à cet endroit-là que, selon lui, Descartes s'est trompé. C'est à partir du moment où il a affirmé qu'il est en tant que substance qui pense et qui existe. Mais il se préoccupe de savoir si les autres existent, qu'il appelle alter ego, hein, les autres égos. Et ces alter ego, parce que la perspective de Husserl n'est pas que de fonder les sciences. Comme beaucoup de philosophes, il est préoccupé par le fait, finalement, de fonder une éthique qui nous permettrait de bien vivre. C'est le cas de Descartes qui finalement veut élaborer une médecine, une bonne médecine, et c'est le cas de Husserl qui veut fonder une éthique et qui est constamment préoccupé par la question éthique. Comment je sais que les autres sont d'autres égos, c'est-à-dire sont d'autres égos, d'autres consciences qui visent également des objets? Eh bien, ça m'apparaît. C'est-à-dire que... voilà le mot-clé. Ça m'apparaît. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que... Oui, alors, il ne cherche pas à démontrer, encore une fois. Comment? On apprend. Alors, on ne se cacherait pas lorsqu'il y a un être vivant qu'on croit être conscient, si on ne savait pas qu'il percevait un monde commun au nôtre. Que les autres nous apparaissent comme ayant accès à ce dont nous avons accès par notre conscience. Ça n'est pas une analogie. Ça n'est pas exactement une analogie. C'est plutôt... Ouais. Je comprends pas. Est-ce que je peux savoir ce que tu comprends pas? C'est pas grave, je comprends pas. Ah ouais. Je comprends pas cette façon de dire parce que lorsqu'on voit un enfant, on lui apprend les couleurs. Lorsqu'on voit un enfant déjà. Les couleurs existent, on lui apprend.
Ça s'apprend. Oui. Je ne les vois pas tout de suite. Ok. Ils touchent les Oui. objets. Non, mais il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait... C'est quoi ces phénomènes dont vous parlez? Je comprends. Alors, quand tu dis, déjà, l'enfant voit, il voit des phénomènes. Et lorsque tu lui apprends... Construit socialement. Non, mais socialement, la société lui apparaît. C'est-à-dire que lorsque je parle à un enfant... Il lui apparaît pas comme ça. Excuse-moi, Non, mais tu es arrivé un petit peu en retard, il a bien développé au départ le phénomène. L'enfant, lorsque je lui explique ce qu'est la phénoménologie, il perçoit des phénomènes. C'est-à-dire qu'il me voit oui. et il m'entend. Oui. Tout ça, ce sont des phénomènes. Oui. Et au fur et à mesure de l'accumulation de phénomènes, il y a certaines cohérences, effectivement, qui vont s'élaborer, et il va y avoir un apprentissage, oui. totalement. Tout ne vient pas de manière totalement directe. Mais sauf que, si on veut affirmer ce qui est, il faut bien prendre en compte que ça apparaît, seulement. C'est la concession à faire systématiquement. Oui, c'est en ce sens. À la rigueur. Mais on n'est pas contraint, on n'est pas condamné à ne plus faire de science. Mais on est condamné à arrêter de faire de la conscience et de nos connaissances un objet à étudier parmi d'autres. On n'étudie pas la connaissance comme on étudie des os, des fourmis ou des planètes. Puisque ce sont des connaissances que nous élaborons. La connaissance étudie le même dans ce cas-là. Donc c'est pas exactement. Des objets c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et tu peux développer la transcendance effective un peu plus. Alors, oui. Alors, il y a la transcendance, c'est ce qui... Alors, la première chose à préciser, c'est que la notion d'intériorité et d'extériorité ne prend plus la même forme. Il n'y a plus d'abord un monde extérieur et un monde intérieur. Il y a d'abord des phénomènes. Il y a d'abord des phénomènes. Ça, c'est le grand point de départ. Il y a notion d'intériorité et d'extériorité lorsqu'on parle, par exemple, de physique. Dans un modèle physique, ça a du sens de parler d'intériorité et d'extériorité. Par contre, pour ce qui est de nos vécus de conscience, tous nos vécus de conscience sont inclus dans notre flux de conscience. Et si on commence à poser une intériorité et une extériorité, il va falloir justifier comment c'est possible que par ma conscience, j'atteigne des objets qui sont à distance. S'ils sont extérieurs à moi, de manière radicale, hein, j'entends, s'il n'y a pas de frontière, on va dire, poreuse, bah, il y a une impossibilité de fait. S'il y a un extérieur radical, je ne peux pas avoir accès à cet extérieur. Par contre, il y a des objets, au sens des objets de conscience, hein, des choses qui m'apparaissent d'emblée comme intérieurs, qu'on va appeler immanents. Par exemple, lorsque je ressens une émotion, le fait par exemple, je puisse chercher à la cacher, c'est bien parce qu'elle m'apparaît bien comme, entre guillemets, intérieure, immanente. L'acte de perception, hein, pas ce que je perçois, mais l'acte de perception, m'apparaît comme immanent, c'est-à-dire intérieur au sein de ma conscience. Par contre, le problème se pose pour, par exemple, cette feuille. Cette feuille m'apparaît comme extérieure à moi, et en même temps, j'y ai accès. Donc, le grand pivot, on va dire, c'est d'affirmer que la feuille telle que je l'aperçois, d'ailleurs, normalement, dans cette pièce, personne ne l'aperçoit de la même manière que moi. Hein? Je perçois cette face d'une certaine manière. D'ailleurs, je ne perçois pas jamais la feuille totalement. Je perçois toujours qu'une face. Ce que je perçois, c'est un phénomène subjectif. Au sens, là, si le mot subjectif va pas trop parce qu'on est sujet-objet, mais on s'entend. Je perçois cette feuille. La feuille telle qu'elle est perçue est immanente. Parce qu'elle fait partie de ce que je vis consciemment. Par contre, la feuille, je l'aperçois aussi, elle se manifeste à moi, son mode d'apparaître est la transcendance. C'est-à-dire qu'elle m'apparaît comme étant extérieure à moi. C'est une manière d'apparaître. Il y a des choses qui m'apparaissent comme intérieures à inclus en mon vécu de conscience, et il y a d'autres objets qui apparaissent au sein de mon vécu de conscience, mais qui apparaissent comme étant hors de ma pure conscience. Et c'est ce qui, dans l'attitude naturelle, me pousse à croire qu'elles existent en dehors de moi. Au lieu d'affirmer qu'elle existe en dehors de moi, on affirme qu'elle me transcende, qu'elle m'apparaît comme étant extérieure à moi. Mais
c'est... Être sûr que ce soit le cas. Voilà, au moins on est certain. La transcendance, c'est ça. Mais la transcendance excessive, c'est d'affirmer que derrière cette feuille, il y aurait un monde qui existe effectivement, et que tout ça serait illusoire. Là, ça ne va plus. Voilà. L'illusion, c'est le domaine de l'illusion. C'est ça. C'est le domaine de l'hypertranscendance, et transcendance excessive. Il y a eu beaucoup de choses, non? C'est moi en fait qui me dis ça. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un outil, et à ce moment-là, est-ce que tout chercheur, n'importe quel domaine, doit être un phénoménologue averti et par ailleurs, quelle a été l'influence des travaux qui ont été faits sur la littérature, sur la philosophie? Ok. Alors, pour la première question, je pense que oui. Mais oui aussi parce que déjà, premièrement, c'est possible. Puisqu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a plus de frontières dans ce qui peut être étudié phénoménologiquement. On peut étudier, par exemple, les objets de croyance, ce qui est imaginé, ce qu'il appelle les figurations de conscience dans les romans. Hein. C'est quand on se représente ce qui est dit dans un roman, on n'est pas vraiment dans l'imagination. C'est une sorte d'imagination guidée, si on veut. Donc il n'y a plus de frontières. C'est pour ça qu'on peut faire une phénoménologie des mathématiques, une phénoménologie de la religion, une phénoménologie des couleurs, une phénoménologie des êtres fantastiques. C'est une science universelle, alors. Exactement. C'est ce qui est, en tout cas, c'est l'objectif. C'est une science universelle qui propose une méthode, la réduction phénoménologique. Ça, c'est la méthode première. Et puis après, les phénoménologues ne s'accordent pas forcément sur les méthodes qui vont suivre les analyses réflexives. Il y a chez Husserl d'autres méthodes pour continuer de fonder les sciences. La réduction eidétique, l'intuition des essences, etc. Chez Heidegger, il prend un tout autre chemin, ça va être l'analytique existentielle, qui va faire qu'il va proposer une analyse de l'existence humaine, enfin de l'existence du Dasein, si on parle plus rigoureusement. Et donc, pour ce qui est... Husserl et les phénoménologues diraient, oui, il faut d'abord se placer dans l'attitude philosophique, être phénoménologue, avoir un point de vue phénoménologique, et à partir de là, on va faire de la physique, de la sociologie, de la littérature. Enfin, dans la littérature, il y a moins de problèmes, parce qu'on n'avance pas des vérités scientifiques. Hein, c'est assumer le fait que c'est pour de faux. Mais ça vient chercher des choses qui sont bel et bien vécues. Donc il y a un rapport plus phénoménologique en général dans la littérature ou la poésie. Donc il y a peut-être moins à réformer de ce côté-là, parce que la visée est avant tout scientifique. Pour ce qui est de la postérité, je finis de répondre. Pour ce qui est de la postérité, déjà il y a les phénoménologues qui ont suivi. Donc après Husserl, les principaux, on va citer ceux-ci parce qu'ils ont développé une phénoménologie à part entière, c'est-à-dire une manière d'approcher les phénomènes et de faire des distinctions entre les modes d'apparaître. Donc on va retrouver Heidegger, son élève, Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Ricoeur, Jean-Luc Marion, Michel Henry. Ouais, c'est ceux qui me viennent. Voilà. Minkowski, non. Minkowski, c'est un mathématicien géomètre. C'est celui qui a proposé un modèle géométrique sur lequel s'appuient Einstein et ses collaborateurs pour élaborer sa relativité générale. J'ai une question par rapport aux scientifiques, justement, comme vous dites tout à l'heure. Est-ce que le but de Husserl, c'était quand même donc de refonder, de donner un peu de fondement nouveau, un peu plus fort, donner un fondement nouveau à la méthode scientifique pour qu'on arrive à des connaissances, disons, moins naïves. C'est ça. Est-ce que son influence chez les scientifiques, on va dire, pur et dur, qui aurait tendance à avoir une vision peut-être naïve, positiviste de la réalité? Oui. Articule. S'il te plaît. Vas-y. Prépare-toi dans 15 jours. Hein. Non, mais c'est pas mal la question, ce que j'entends. Est-ce que les scientifiques ont subi l'influence de Husserl et est-ce que Husserl a une influence sur les scientifiques? Est-ce que les scientifiques raisonnent différemment après Husserl ou pas? Ou est-ce que Husserl n'a pas eu d'influence sur les scientifiques? Alors, il a eu...
Alors, à proprement parler, oui, il a eu une influence, mais elle est mineure quand on regarde la communauté scientifique. En gros, il y a des mathématiciens, des physiciens, enfin même des gens que j'ai rencontrés qui font le pont phénoménologie mathématique, phénoménologie. On peut penser à Dominique Pradel en mathématiques, on peut penser à Michel Bitbol dans les liens qu'il essaye de créer entre philosophie. Je voulais dire d'une manière beaucoup plus générale que des cas isolés. Ah non, il y a pas de... Le courant positiviste est écrasant aujourd'hui. Pas sûr, moi. Ah oui? Non, moi je suis pas sûr. Moi, je rejoins un petit peu la position de monsieur, là. Moi, je me dis que les scientifiques, les vrais, aujourd'hui, ils ne se posent plus tellement la question de savoir si le monde qu'ils décrivent, c'est le monde réel, objectif. Parce que justement... Mais est-ce que tu ne serais pas en train de supposer que les vrais, c'est ceux qui sont d'accord avec ta perception de la science et dans ce cas-là, je dirais que les vrais, ce sont les phénoménologues, et là, on s'en sort plus. Chacun a ses vrais. Donc, pour un instant, dans mon hypothèse à moi, et après, on pourra passer à l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils ne cherchent plus à rendre compte du monde tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire, mais tel qu'il est pour nous. Hein. Et ma vraie question, c'était pas ça. Ma vraie question, c'était qu'est-ce que ça apporte de plus, par exemple, Husserl, par rapport à Kant, par exemple. Parce que Kant un siècle et demi avant Husserl, avait établi, on a parlé de la critique de la raison pure la dernière fois, je me rappelle bien, il avait établi qu'on ne peut pas avoir accès au nous-mêmes, c'est-à-dire à la chose en soi, que la connaissance, c'est toujours la connaissance pour soi, la connaissance des phénomènes, et que la science, si tant est qu'elle est science au sens où on va essayer de la définir de manière consensuelle là, ne s'occupe pas des nous-mêmes, mais exclusivement des phénomènes. Alors, si elle s'occupe... Quand il parle de phénomènes, Kant, il le parle quand même à travers la théorie de la représentation. Mais non. Le phénomène, c'est ce qui apparaît et qu'on se représente. Non, qu'on se représente, on est déjà en train de parler d'une présentation, puis d'une représentation. Ce que affirme Husserl, en une ligne, il dirait être, il le dit, hein, c'est pas il dirait, être, c'est être perçu. Donc il fait... Comment? Mais il réunit totalement les deux. Là où Kant précise que nous avons des phénomènes, mais derrière ces phénomènes se cache un nous-mêmes inaccessible. Oui, qu'on ne peut pas connaître. Donc, il n'y a pas de nous-mêmes chez Husserl du tout. Oui, d'accord, mais pour moi ça ne change rien d'un point de vue concret. Que le nous-mêmes n'existe pas, la chose en soi, en dehors de nous, qu'elle n'existe pas, qu'on ne puisse pas la connaître, d'un point de vue pratique, pour notre connaissance à nous, ça n'implique aucune différence. Non. La seule différence, la seule chose, dans les deux cas, ça veut dire qu'on ne peut connaître que le phénomène. C'est-à-dire la façon dont une éventuelle chose en soi se manifeste à nous. Et ce que la science étudie, c'est les phénomènes, c'est-à-dire des choses qui se présentent à nous, dont on ne peut pas savoir si elles existent vraiment en dehors de nous ou pas, on ne le saura jamais. Mais on se pose quand même la question. On se la pose, mais il n'y a pas par définition de réponse. Parce que les choses ne nous apparaissent que de manière phénoménale dans notre conscience. Et donc du coup, ce qu'on étudie, ce sont ces phénomènes. Donc se poser la question de savoir si notre perception correspond à une réalité qui serait complètement transcendante par rapport à notre perception. C'est bien ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est quand j'ai compris. Effectivement, on peut facilement créer des ponts entre la philosophie de Kant et celle de Husserl. Le problème, c'est... Oui, un héritier, on pourrait dire qu'il est héritier également de Descartes, de Hume, mais pourtant il n'est pas d'accord avec tous les trois. Mais le problème, c'est que, comme on le voit, ça peut se jouer à des détails. Tu nous parlais du problème du langage. Tu as dit, par exemple, dans notre conscience. Dire dans notre conscience, ça suppose que la conscience a une dimension physique et qu'à l'intérieur de cette conscience, il pourrait se passer certaines choses. On peut se dire que c'est un petit détail, mais au final, notre langage, s'il a pour seul une théorie de la représentation telle que Kant, on va continuer de voir l'ensemble de ce qui nous apparaît comme des représentations, et pas simplement des présentations. Ça peut sembler être qu'un jeu de mots, mais en fait, ça a des grandes implications. Par exemple, en psychologie. En psychologie, si on reçoit quelqu'un qui est dépressif, ou qui a tel trouble qu'on appellera mental, on est en train de... Qu'est-ce qu'on va rechercher? Quels sont les symptômes? Et quand il y a une liste de symptômes, il y a cette maladie. Alors que le point de départ, ça n'est pas les symptômes. Le point de départ, c'est, par exemple, la souffrance
de celui qui est malade. Mais ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que... Comment? Un psychiatre recherche les causes de la souffrance, quand même, aujourd'hui. Eh bien, on recherche les causes, mais en phénoménologie, on ne recherche pas les causes. Ah non, les causes, il faut supposer... C'est un très bon exemple, je trouve. Il faut supposer principe de causalité. Oui. Ça n'apparaît pas. D'accord. Alors là, c'est la position de quand tu as eu ça. Oui, mais c'est déjà un gros morceau. C'est énorme, d'accord, oui. Bon, d'accord. mais il n'y a pas que ça. Hein. Mais du coup, je me demande comment on peut arriver à des représentations... même formulables. Non, mais on peut oublier des représentations déjà. Non, mais il y a des perceptions qu'on peut échanger, oui. du coup, oui. discuter, oui. se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Si on congédie carrément la causalité, la quantité, l'identité, etc. Les catégories. Bah en fait, je pense que ça va nous mener à... Des pure conscience, mais comment on communique alors? Ben, comme on l'a toujours fait, en parlant et sans considérer que derrière ça, il y a un arrière-monde. Ça va pas plus loin. Comme il a dit, le langage qui prouve justement un arrière-monde. Oui, mais par exemple, si notre langage... Il découpe déjà la réalité, oui. Et quand je dis vous et vous, implicitement, je pose que vous et vous, c'est pas la même chose, c'est pas toi. Il n'y a pas de problème avec ça. Bah, ça m'apparaît comme deux choses différentes, donc il n'y a pas de problème avec le fait de distinguer ce vous d'un autre vous. Mais ce qui va être modifié, par exemple, c'est il y a un courant qui est la psychiatrie phénoménologique, qui replace comme point de départ le vécu de celui qui souffre. C'est là le point de départ. C'est-à-dire que pourquoi... Parfait, ben t'as compris la phénoménologie alors, c'est bon. Si le point de départ, ce sont les symptômes, parce qu'en fait on vit des choses, mais au fond, il y a des causes, et ce sont les causes qui sont premières sur ce qui est vécu, on ne fait pas de la psychologie ou de la psychiatrie de la même manière. Ce qui fait qu'il y a un problème, quelque chose à régler, c'est qu'il y a souffrance vécue. S'il n'y a pas souffrance vécue, quelqu'un qui a des, je sais pas moi, qui a pas une très bonne mémoire, eh ben, quelqu'un qui n'a pas une bonne mémoire, s'il ne s'en plaint pas, s'il n'en souffre pas, s'il n'a pas besoin d'avoir la même mémoire que son collègue chercheur linguiste, pourquoi postuler qu'il y a maladie sous prétexte que, objectivement, entre guillemets, en oubliant que l'objectivité se fonde sur la subjectivité, que, objectivement, il y a en fait, il a eu tel résultat à ce test psychologique, on a remarqué qu'il s'est trompé de route à ce moment-là. Oui, non, mais si il est bien avec ça, ça n'est pas au psychiatre d'affirmer « si, tu es malade, juste tu ne le sais pas ». Oui, moi ça va, quoi. Oui, mais... Alors bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, parce que parfois, on ne sait pas qu'on développe, je ne sais pas, une tumeur. Heureusement qu'on peut détecter une tumeur avant de l'éprouver douloureusement. Il y a bien sûr toute une réflexion à avoir autour de ça. Mais le point fondamental, c'est l'expérience vécue directe. Et donc le fait de toujours garder en vue que le phénomène est premier et pas une opposition d'abord à un monde objectif et un monde subjectif, qui est la théorie de la représentation, le fait que ce soit pas le même point de départ, de fait, on n'appréhende pas le monde de la même manière. Mais je suis d'accord, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les différences peuvent paraître très minimes. Peuvent paraître minimes, mais les conséquences sont grosses. C'est un peu... on est d'accord. Tout le monde a bien compris? Ah oui. Oui. Attends, il avait Parce que moi, je me disais que quand même, si tu ne veux pas... C'est vrai qu'il y a une grande partie qui était abstraite. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la tique de Deleuze? Parce que pour ceux qui ont du mal à comprendre, je trouve que ça, si ça t'embête pas. Non, la tique. Oui. Tu connais un peu? Oui, mais en fait... Ça permet de bien comprendre. Bah, c'est évident. Je trouve que moi, ça, je me demandais... J'avais un mal fou à comprendre. Et c'est vrai que cet exemple m'a beaucoup aimé. Je ne suis pas une lumière. Non. Dis-moi, je vais reprendre l'exemple de la tique, mais oui. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voudrais juste contribuer à un élément de ma réflexion philosophique à moi, pour voir si c'est farfelu. Donc, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur les questions du moi et de l'extérieur et tout, qui sont derrière. À partir de Descartes, Hume, Sartre et puis Husserl, je n'ai pas lu beaucoup. Ce qui me tracasse, c'est qu'il n'y a jamais
personnes qui parlent, c'est que des hommes qui se voient comme être indépendants. Donc moi, je te perçois soit comme réalité ou pas. Oui. Il y a un élément que j'ai jamais vu en philosophie, c'est le fait que nous sommes nés d'une mère. Oui. Donc, si, par exemple, Berkeley, tout le monde est illusion, ça veut dire moi, ou Descartes, moi oui. J'existe, mais la mère qui a accouché de moi n'existe pas, c'est absurde. Oui. Et par rapport à Husserl, pareil. Donc, ça, c'est peut-être mon background de médecin. Non, c'est... Mais je vois. D'abord, je pense que c'est une espèce aujourd'hui, on dirait du machisme, parce que c'est que des hommes qui n'ont jamais réfléchi à ce fait qu'ils viennent d'une mère. Okay. Mais c'est un vrai problème. C'est pas seulement... Je vois où tu veux en venir. Voilà. J'ai compris. Je vois, hein, mais tu as totalement raison. Pour ce qui est de... Rapidement, pour cette expérience de la TIC, c'est notamment grâce aux travaux de von Uexküll qui étudie le comportement animal, qui s'est beaucoup inspiré des travaux de Spinoza, de l'éthique de Spinoza. Et en fait, il se pose la question, qu'est-ce qui apparaît au non-humain, à l'animal, et notamment à la tique. Parce qu'on a remarqué que la tique a, en quelque sorte, très peu de moyens d'être en contact avec le monde extérieur. Et je peux parler de monde extérieur parce que von Uexküll est dans l'attitude naturelle, malheureusement. Et, non. En fait, il essaye de se figurer qu'observe une tique. Donc, une tique une tique, elle reçoit des signaux, ça c'est le résultat de nos observations scientifiques, elle observe des signaux thermiques, des changements de chaleur, et quand elle sent qu'il y a un être vivant sur lequel se poser, elle se lâche, et elle fait ça perpétuellement. Donc elle a, il me semble, trois récepteurs qui signifieraient qu'elle aurait 3 modes. Il n'y aurait que 3 modes d'apparaître. Nous, on voit un monde à travers nos 5 sens, nous pouvons imaginer, concevoir, nous projeter, il y a tout c'est très, très riche. Mais la tique aurait elle aussi son monde ambiant, voilà. Umwelt, il dit. Totalement différent de notre monde. Les critiques, c'est que nous comprenons ce qu'elle reçoit et ce qu'elle observerait à travers nous, comme d'hab, toujours le même problème. C'est une bonne... On peut peut-être se figurer, mais là, il y a un filtre qu'on ne peut toujours pas dépasser, c'est toujours le même, c'est que nous ne sommes pas des tiques. Parce qu'il y a des tiques qui observent d'autres tiques. En tout cas, elles ne nous l'ont pas dit, quoi. C'est ça. C'est surtout ça, parce que... Non, mais peut-être que des tiques observent d'autres tiques, mais nous ne savons pas. Tu réponds à Ludwig, en fait. Après, il faut que je réponde à... La diffusion des connaissances dans le monde non humain se fait par mimétisme et par apprentissage dans la communauté de cette espèce. Ça, c'est notre... Alors, les tiques, j'en sais rien, mais plein d'animaux apprennent avec le comportement des autres animaux de leur espèce. Oui, mais est-ce que pour un animal, il y a de l'apprentissage au même sens que nous l'entendons et un comportement au même sens que nous l'entendons? Il y a un gap qui est réalisé. Ça nous permet d'avoir des explications ou des pseudo-explications. Je dis pseudo-explications pas parce que c'est n'importe quoi, mais parce qu'il faut supposer qu'il y a des liens de causalité, il faut supposer qu'ils perçoivent un monde au même sens que nous percevons un monde. C'est déjà des gros partis pris. Mais ça marche plus ou moins, quoi. Mais je vais quand même répondre parce que j'ai trouvé ça vraiment. Ça m'a fait directement penser à. Alors, je sais pas s'il n'était pas machiste, tu disais, mais Heidegger. Heidegger. Ah ouais, mais Heidegger. Non, mais ça répond. Je suis en partie allemand. Heidegger, c'était un nazi, mais pas passif, actif. Oui, mais ça ne change rien à ce qu'il a écrit dans les traitants. Alors, j'ai ma
propre opinion, mais ça, c'est une autre discussion. Je vais quand même répondre au cas où certains, ça les gêne pas d'écouter ce que une personne qui a été nazie a dit avant qu'elle soit nazie. Oui. Non, parce que être étant, ça a été rédigé entre 1923 et 1926, ça a été publié en 1927. Les premières traces de nazisme qui ont été trouvées par ceux qui le traquent pour son nazisme, c'est 1930. C'est ceux qui cherchent vraiment la petite bête. Bien sûr, mais ça, c'est comme des parties, tout ça, bien sûr. Non, je pense que peut-être que certains d'entre nous auraient été nazis si on était en Allemagne à cette époque-là. Ben non, mais c'est pas totalement notre problème. Alors, de Fribourg, après Husserl, oui, je sais. Alors, mais ça ne change rien au fait que Husserl, qui part de la même attitude phénoménologique, il va se distancer de Husserl philosophiquement. Hein. Heidegger va aller prendre une autre direction. Il va dire, oui, mais tout ce que nous l'affirmons en tant qu'existant. Celui qui se demande, celui qui se pose des questions, celui qui s'interroge, et celui qui parle de l'être, qui se conçoit comme quelque chose qui est, et qui se dit que ce qui l'entoure est également, c'est l'humain. Il l'appelle Dasein, qui veut dire être là. On est là. Hein. On est là. Le Dasein se conçoit donc comme quelque chose qui est. Hein. Je suis, je me dis que vous êtes, et qu'il y a de l'être. Et que nous partageons au moins le fait que nous sommes. Il dit, mais pour pouvoir comprendre ce qu'est l'être, là où la philosophie a oublié la question ultime, qui est la question la plus universelle, la plus fondamentale, qu'est-ce que l'être? Pour comprendre ce qu'est l'être, il faut comprendre ce qu'est exister. Parce que nous concevons l'être en fonction de comment nous existons. Et donc, dans Être étant, il va faire une analyse phénoménologique. La première grande originalité, c'est qu'il va s'intéresser à comment vivent les gens au quotidien, contrairement à la plupart des philosophes qui partent d'un questionnement hautement théorique, hautement érudit, pour comprendre l'humain. Alors que non, l'humain, c'est celui qui vit et qui passe des journées jusqu'à sa mort. Et donc, Heidegger, il fait une analyse de l'existence humaine, et qu'est-ce qu'il déploie comme analyse? Il montre que le Dasein, fondamentalement, hein, c'est ce qu'il est, qu'il le veuille ou non, hein, c'est quelque chose d'indépassable, c'est sa constitution d'être, il l'appelle, il est être au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, nous ne sommes jamais sans monde. Même quand nous faisons une profonde introspection, nous avons un monde introspectif. Il y a toujours un monde ambiant. Nous sommes être au monde, nous ne pouvons pas dépasser ça, et nous sommes ouverts à ce monde. C'est-à-dire que nous le voulions ou non, nous sommes en contact avec ce monde. Donc c'est sa manière de régler le problème de l'intentionnalité. Hein, c'est sa version d'intentionnalité. Nous sommes être au monde. Nous sommes également être avec les autres. Fondamentalement, nous sommes être avec les autres. Lorsque nous sommes seuls, ou lorsque nous concevons comme « je suis d'abord et puis après on verra les autres », en fait, nous rompons un lien fondamental avec les autres. Il affirme que nous sommes être avec les autres de manière constitutive et fondamentale. Lorsque nous nous sentons seuls, nous remarquons l'absence des autres. Il y a d'abord les autres, et puis après, l'autre peut sembler absent ou non. C'est là le point de départ. Et la troisième grande dimension, c'est le fait que nous sommes pris dans, et ça on en avait parlé la dernière fois, être soi-même ou être on. L'histoire de l'authenticité et de l'inauthenticité, d'être en accord avec notre constitution d'être ou ne pas être en accord avec notre constitution d'être. Et puis après, bon, il déploie toute une... Le problème de la mère. Oui. Mais donc nous naissons avec les autres et pas qu'avec notre mère. Nous naissons avec les autres. Avec les autres. Et d'ailleurs, cette objection, là où elle ne vaut pas totalement, selon moi, pour, par exemple, Descartes, c'est qu'il ne dit pas « je suis né seul ». Il dit que la première certitude, c'est que je suis. Mais ça n'enlève pas le fait que, même quand nous sommes enfants, nous découvrons que nous sommes nés, en fait, de notre mère. C'est peut-être pas... Hein, je prends peut-être pas dans le sens où je ne sais pas ce qui se passe dans la conscience d'un nouveau-né, mais un nouveau-né ne se dit peut-être pas «
ah, je suis d'abord avec ma mère. Ou ah, est-ce qu'il y a voici un ma mère. texte qui prouve ce que tu dis là? Parce que moi, je n'ai jamais lu. Que nous sommes être avec les autres? Non, non, non. La question de l'accouchement de quelqu'un, de une femme. Alors, moi, j'ai jamais vu un texte. Preuve de l'accouchement, non, mais je vois, mais il n'y a pas de. Alors, il y a dans le paragraphe, dans Être étant, il me semble que c'est le paragraphe, peut-être que je me trompe, mais c'est 25-26. Le commentaire réalisé par Marlène, une femme, Zarader, qui est Lire Être étant. Elle fait un commentaire détaillé de toute la première section de Être étant, et elle fait une parenthèse sur le fait que nous sommes, il ne faut pas oublier que nous naissons avec une mère, et qu'en cela, il a raison d'affirmer que nous naissons être avec les autres. C'est ce texte-là qui fait une référence exactement à ce que vous dites. Hormis ça, moi, à ma connaissance, il y en a sûrement, hein, je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas. Je pense que c'est une grosse lacune de philosophie, en fait. Il y a justement certaines personnes qui s'interrogent sur une phénoménologie de la naissance. Et... Tu le poseras. Ce sera... Alors, vas-y, courtement, mais là, on va finir. Oui, vas-y. Les dernières questions, vas-y. Un peu de la même manière que monsieur qui... Oui. Plus fort, s'il vous plaît. Ouais, plus fort. En gros, ma question, c'est quel impact la phénoménologie peut-elle avoir, non pas sur les sciences, mais sur notre vie de tous les jours? Eh bien, tout simplement, on arrête de faire des distinctions entre ce qui est réel vraiment et ce qui ne l'est pas, et peut-être qu'on accordera une place différente, par exemple, au contenu de nos rêves, premièrement. Quand on se réveille, on se réveille un peu dans un état pas possible, et on dit « Ah, ce n'était rien ». Non. Ben non, ça n'est pas rien puisque tu es en sueur. C'est justement pas rien. Dans notre rapport à l'anxiété, l'angoisse, de se dire que c'est avant tout un phénomène, ça ne veut pas dire que c'est rien. Ça veut dire que c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça m'apparaît, mais que ça n'est pas à hiérarchiser parmi les autres phénomènes d'abord. Voilà, donc ça rompt toute hiérarchie entre nos différents vécus, et ça vient pas forcément les égaliser. Il y a des distinctions, donc il n'y a pas forcément d'égalisation, mais en tout cas, tout est mis sur un même plan d'immanence, qui fait que on arrête en quelque sorte de privilégier certaines sphères de notre vie plutôt que d'autres, ce qui conduit parfois à des formes de carences existentielles, on pourrait dire. C'est comme ça que je répondrai de manière courte. C'était une très bonne question. C'était une très bonne question. Je crois qu'elle veut clore. Merci tout le monde pour vos interventions, mais on continue de discuter si ça vous va. Merci. Merci à vous.